Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence, si c'est bon pour tout le monde. Allons-y, bienvenue dans la deuxième séance de cette semaine thématique du Club des petites villes de demain, dédiée au patrimoine et à la culture, que nous avons concocté avec le ministère de la Culture, l'école de Chaillot, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, la Fondation du patrimoine, Petites cités de caractère et cités remarquables de France. Hier, nous avons pu nous retrouver autour d'une séquence qui a été ouverte par mesdames les ministres Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, ainsi que monsieur le secrétaire d'État Joël Giraud, secrétaire d'État aux Ruralités. On a pu également échanger autour du témoignage de 3 communes, Plombières-les-Bains, Porto Vecchio et puis La Charité-sur-Loire. Nous avons vu ensemble que la question des patrimoines emporte une approche intégrée. Quand Plombières réfléchit à son héritage balnéaire, c'est en lien avec ses politiques de mobilité et de tourisme intégré à l'échelle du territoire. Quand Porto Vecchio réfléchit à un centre culturel ou une microfolie, il pense aussi habitat et attractivité. Et donc, après cette entrée en matière, notre rendez-vous d'aujourd'hui va nous permettre de prolonger ces premières accroches en entrant dans le vif du sujet, comment concrètement se lancer dans ces politiques, quels acteurs mettre autour de la table. Nous avons pu parler DRAC, UDAP hier, et vous retrouverez un chef d'UDAP dans le premier atelier. Nous avons aussi parlé méthode de diagnostic et nous évoquerons dans l'atelier numéro 2 les ateliers hors les murs, notamment. Donc, avant de passer la parole aux intervenants, voici quelques modalités techniques que vous retrouvez dans le chat. Donc, ce webinaire durera 1h15 avec une partie plénière qui sera disponible en replay. Avec une première partie plénière d'une demi-heure en ce moment même. Puis, nous nous répartirons en 2 ateliers. Donc, vous avez reçu 2 liens Zoom différents dans les mails de rappel qui vous ont été envoyés hier et 1 heure avant ce webinaire. Pas d'inquiétude, ils seront publiés dans le chat et envoyés par mail à l'issue de cette première demi-heure. Et puis, il y aura une transition de 5 minutes. Et si jamais vous êtes perdu, toute l'équipe est à votre disposition via Petite Ville de demain @anct.gouv.fr. Donc, comme toujours, on vous invite à poser vos questions aux intervenants dans l'onglet questions-réponses et à interagir d'ailleurs avec les questions que d'autres participants auraient pu poser. Et puis, tout problème technique dans l'espace chat dans lequel, comme toujours, on vous mettra des liens vers des ressources en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole, si ça lui convient, à monsieur le maire de Tréguier, Guirec-Aran, pour quelques propos introductifs, à la fois de témoignages d'une expérience bretonne, de Tréguier, lauréat en plus du fonds Friche, et également qui est le maire d'une petite cité de caractère et qui pourra ainsi nous présenter ses complémentarités. Monsieur le maire, je vous laisse la parole pour 5 minutes. Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser cet honneur redoutable de démarrer ce webinaire, mais surtout, je ne vous remercie pas de m'avoir laissé un temps si limité. Quand on me connaît, on sait que c'est un exercice périlleux, d'autant plus que je n'ai pas véritablement préparé mon propos. Je vais donc essayer de vous parler avec le cœur, finalement, ce qui est aussi la base du réseau des petites cités de caractère, et vous expliquer plutôt que de parler uniquement de la ville de Tréguier, mais de l'esprit, en fait, ce qu'est l'esprit des petites cités de caractère. Aujourd'hui, au sein du réseau breton, puisque c'est un réseau breton à l'origine, qui est né dans les années 70 et qui a fait tache d'huile, puisqu'aujourd'hui, c'est un réseau national. Donc, c'est donc que ce réseau avait quelque chose à apporter, quelque chose à dire, et je vais même rajouter que ce réseau breton, à l'origine des petites cités de caractère, se densifie encore, donc ça veut dire la pertinence de ce choix. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement l'esprit des petites cités de caractère? En fait, je pourrais vous résumer ça en 3 choses assez simples. Déjà, c'est un projet de ville, ou plutôt même un projet de vie, qui est construit autour de la culture et du patrimoine. Un second point très simple, c'est aussi proposer un modèle alternatif à la métropolisation que l'on peut constater ici ou à l'urbanisation galopante ailleurs. Et puis, dernier point enfin, pour faire clair, c'est aussi se dire que nos petites cités sont autant de laboratoires d'essais qui permettent effectivement de penser autrement. J'ai dit pour commencer, si vous en êtes d'accord, que nos petites cités avaient fait du patrimoine au sens strict, mais de la culture au sens large, le cœur du projet. Ça n'est pas
un levier de nos politiques de développement, mais c'est vraiment le cœur, notre cœur de cible, c'est notre ADN, j'allais dire. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du réseau, je pourrais vous parler de Tréguier, commune que je connais bien, mais bien d'autres aussi. Nous avons été au-delà de la simple remise en valeur de nos patrimoines. Ça n'est pas l'effet, si vous me passez l'expression, waouh, en regardant de belles façades à pans de bois ou de beaux monuments religieux qui ont été rénovés, c'est de se dire que derrière ces façades, il y a de la vie. Le rôle des petites cités de caractère, c'est de ramener de la vie dans nos centralités. Et je crois, et ça c'est pour l'ensemble du réseau que je le dis, nous avons été capables d'enclencher les politiques de recyclage urbain avant l'heure, finalement, puisque nous sommes un patrimoine qui était en risque de déshérence, en risque de devenir des friches patrimoniales. Nous nous sommes creusés la tête. Ça n'a pas été toujours simple, on en reparlera, pour essayer de trouver une vocation. Et tout naturellement, la culture est devenue rapidement un axe important pour nous, au sens large. Parfois, la culture s'appelle la gastronomie, comme à Marcollès, par exemple, où on a vu un restaurant étoilé débarquer dans un petit village du Cantal. C'est surprenant, mais ça marche. Effectivement, la politique culturelle, ce sont aussi les médiathèques, les salles d'expo qui ont pu fleurir dans les couvents, dans les monastères. Je suis maire d'une ville épiscopale, ancienne ville épiscopale, et j'en sais quelque chose. Donc voilà, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait de la vie derrière ces murs. Et quand je dis de la vie, c'est aussi faire venir des acteurs culturels, des compagnies. Nous en avons quelques-unes. À l'échelle de Tréguier, nous avons notamment, dans le projet que vous évoquiez, Juliette, tout à l'heure, un couvent qui, à l'échelle du Trégor et même au-delà, aujourd'hui, fait cas d'école. Dans le couvent des Sœurs du Christ, nous accueillons un espace dédié aux arts du cirque pour permettre au lycée Savina de se développer, le lycée de Tréguier, et ça fait venir des compagnies circassiennes professionnelles. C'est aussi faire venir des créateurs, des artisans d'art. Je ne dis pas juste des peintres qui vendent des toiles, des huiles. Ce sont vraiment des créateurs. Et nous avons la chance dans nos communes d'avoir effectivement bon nombre d'acteurs aujourd'hui qui nous font confiance et qui viennent faire vivre la ville. Et c'est une chose essentielle. 12 mois sur 12. Voilà, ça n'est pas l'objet de faire des villes musées, des villes qui sont débordantes d'activités au mois de juillet et au mois d'août, pour ne pas dire le 14 juillet au 15 août. C'est bien effectivement une vie à l'année. Autre point, je vous ai dit aussi tout à l'heure, nous sommes convaincus dans le réseau aussi qu'il y a de la vie en dehors des métropoles. Nous sommes aussi convaincus que sous les grandes villes, sous les modèles classiques que l'on connaît, avec des lotissements qui foisonnent à n'en plus finir, qu'il y avait de l'avenir dans nos centralités. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime. Et c'est quelque chose, c'est un message que je voulais vraiment passer clairement aujourd'hui. C'est que souvent la strate dans laquelle nous appartenons, c'est-à-dire Tréguier, c'est 2500 habitants, les plus grandes petites cités de caractère, c'est aux alentours de 6 à 7 000 grand maximum, donc vous voyez un petit peu la strate démographique. Eh bien, on essaie de faire comprendre aussi à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux parfois, que dans nos petits centres, il y a effectivement, ce sont bien des cités, et cités, ce sont des villes, et qu'il y a effectivement bon nombre d'activités économiques, de services. Permettez-moi encore de parler de ce que je connais, mais une ville comme Tréguier, 2500 habitants, 1800 scolaires, de la maternelle à Bac+3, un centre hospitalier avec 650 salariés, j'en passe et des meilleurs, et ça n'est pas un cas unique. Donc ça, c'est effectivement notre pari de bâtir un projet, bien sûr, culturel, touristique en partie, mais pas que. Il y a effectivement, j'insiste, cette dimension humaine, et qui a été révélée effectivement par la situation sanitaire actuelle. On voit bien, nos petites cités ont attiré les habitants parce qu'ils se sont rendus compte, pour beaucoup d'entre eux, qu'il y avait effectivement une vie réelle qui se déroulait, et pas seulement une vitrine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je fais très attention parce que je sais que je suis déjà en train d'exploser mon temps, Juliette, donc je vais essayer de faire court. Le dernier point, moi, qui me semble essentiel, et c'est là où nous avons besoin effectivement des ressources d'ingénierie que nous n'avons pas dans nos communes la plupart du temps. Moi, j'ai la chance, nous avons fait un choix depuis des dizaines d'années d'avoir un service culturel dans une ville de 2500 habitants. Ça n'est pas une évidence partout, mais il y a beaucoup de nos communes qui n'ont pas effectivement la chance d'avoir ces ressources. Et pourtant, je peux vous dire que nos élus, nos acteurs, nos commerçants, nos artistes, se creusent la tête régulièrement pour essayer effectivement de faire que nos petites cités sont de véritables laboratoires d'essai. Ça, c'est peut-être la force du réseau, c'est de se dire que finalement, nous expérimentons en permanence depuis plus de 40 ans. Nous expérimentons, nous visitons collectivement. J'ai le plaisir de présider une commission d'homologation des petites cités pour savoir qui va rentrer dans le réseau Bretagne et qui pourrait en sortir. C'est important parce que ça n'est pas gagné. Eh bien, nous allons voir ce qui se passe ailleurs. Ça nous donne des idées. On échange avec nos collègues, nos élus.
des autres cités, et on adapte surtout. On ne peut pas faire du copier-coller partout, mais ça, c'est la véritable force du réseau. Nos petites cités aussi, je vais y conclure assez vite là-dessus, sur cette notion de creuset, de laboratoire d'essai. Nous ne voulons pas non plus faire en sorte que ces cités aient une image trop passéiste. Nous sommes fiers de ce patrimoine. Voilà, nous en avons hérité, nous avons le devoir de le transmettre. Mais nous estimons aussi, et ça c'est un autre clin d'œil, même si vous en avez parlé hier et vous le redirez tout à l'heure, un autre clin d'œil à un partenaire essentiel que sont les UDAP. Alors je parlerai pour les 4 réseaux bretons, ce que je connais bien en tant que président de la CRPA Bretagne. Les ABF aujourd'hui sont nos principaux partenaires qui nous permettent de penser le développement de la ville. Et ça, c'est essentiel. Ils ne sont pas que des gardiens du temple, c'est leur rôle parfois, mais ils nous permettent aussi d'oser. Et dans une ville comme Tréguier, qui possède un secteur sauvegardé, en tout cas bientôt, ces ABF nous permettent aussi d'oser l'architecture de demain. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, j'ai été long, excusez-moi Juliette et vous toutes et vous tous, mais voilà, le réseau, il a cette force, il est animé, j'espère que je vous l'ai démontré, par des élus qui en veulent, qui ont des difficultés, je ne vous le cache pas, hein, des difficultés à se faire entendre parfois. Heureusement que nous avons des réseaux, j'aurais pu vous parler des CAUE à l'échelle de la Bretagne et ailleurs. Voilà, et parfois, et un sujet que je voudrais aborder avec vous, moi j'ai la chance de vivre dans un territoire où l'intercommunalité a compris effectivement le rôle que pouvaient avoir nos petites communes dans le cadre d'un maillage territorial. Je sais que ça n'est pas forcément le cas ailleurs. C'est ça aujourd'hui qui peut nous sauver, effectivement, d'avoir cette ingénierie, ces ressources, ces services qui nous aident effectivement à monter des projets structurants. Voilà ce que je voulais vous dire en propos préliminaires, mais je pense que l'ensemble des interventions derrière vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et vous avez un petit message dans le question-réponse. Je crois que mon doublot attend impatiemment votre visite. Merci pour ces propos introductifs, effectivement, à la fois de témoignages de comment Tréguier s'empare de ce sujet de longue date et pour l'avenir, et puis de ce qu'un réseau comme Petite Cité de Caractère peut apporter. Je crois qu'on a bien entendu les enjeux de temps long. De lier patrimoine, vie culturelle, artisanat et tout ce qui fait la vie d'un territoire, et puis la notion de réseau, qui est vraiment la raison d'être du club et des petites villes de demain. Et on est vraiment très, très heureux de compter de nombreux partenaires forts d'un réseau vivant et très riche, comme Petite Cité de Caractère, Cité Remarquable, par exemple, qui sont vraiment... on a vraiment beaucoup de choses à gagner au bénéfice des collectivités du programme, à un enrichissement commun et à bénéficier aussi de vos retours d'expérience. Donc, merci beaucoup pour ces propos introductifs que j'ai trouvé, moi, très inspirants. Je vous propose de donner la parole à David Valence, qui est maire de Saint-Dié-des-Vosges et président de la Comcom, qui en fait compte 3 petites villes de demain, puisque la particularité, monsieur le maire, c'est que vous êtes maire d'une ville Action Cœur de Ville, et on n'est pas sectaire, et également président de l'AGLO avec 3 communes PVD. Et du coup, ça nous intéressait beaucoup d'avoir votre vision, justement, puisqu'on sait que la notion de projet de territoire, en fait, la notion de territoire, elle est extrêmement variable en fonction des sujets qu'on aborde. Et on a un vrai sujet d'imbrication d'échelle, de coopération, de comment les territoires fonctionnent ensemble et comment on mobilise de l'ingénierie de façon intelligente et adaptée aux différents enjeux des différentes collectivités, bassins de vie, dans une logique d'imbrication de tout ça. Donc, on est très impatient de vous entendre sur ce sujet qui intéresse de près tout le monde, en réalité. Monsieur le maire, je vous laisse la parole si ça vous convient. Merci beaucoup. Alors, d'abord, quelques précisions sur ce témoignage. J'interviens effectivement comme président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, donc un peu plus de 76 000 habitants, un territoire de montagne avec des particularités démographiques qui sont les suivantes. Une ville-centre de 20 000 habitants qui concentre 82% des mouvements pendulaires, donc un niveau de centralité très fort. Et puis ensuite, puisque les Vosges sont la montagne la plus peuplée d'Europe, un réseau de petites communes entre 7 000 et 1 500 habitants qui, additionnés à la ville-centre, concentrent plus de 65% de la population de l'agglomération. Et puis à côté de ça, on a une quarantaine de communes très petites, ce qui fait que
d'emblée, quand on a créé l'agglomération sur un territoire qui était, en 2017, sur un territoire qui était historiquement divisé, et dans une des fusions qui était une des plus grosses de France en nombre de structures fusionnées, puisqu'on avait 6 communautés de communes à fusionner, on a souhaité définir une forme d'armature urbaine. C'est beaucoup dire parce qu'on parle de petites villes, mais d'armature urbaine, c'est-à-dire il y a la ville-centre et puis il y a des villes qu'on a d'emblée identifiées, posées sur la table dès la création de l'agglomération, où on a vocation à intervenir pour renforcer une offre de services, pour valoriser l'offre commerciale, pour développer des politiques d'urbanisme et d'accompagnement à la rénovation énergétique qui sont un peu volontaristes, etc. etc. Et donc ce réseau, cette liste de communes qui maillent le territoire, elle est relativement identifiée par tous les élus de l'agglomération et elle est reprise comme un mantra dans l'ensemble des politiques publiques. Et il se trouve qu'effectivement, dans ces communes, on en avait déjà une qui était identifiée dans un dispositif qui existait au département des Vosges, qui s'appelait Bourg-Centre. Cette commune, c'est Raon-l'Étape, donc la deuxième commune de l'agglomération, qui compte 6500 habitants. Et puis, on a souhaité, et je peux dire que l'agglomération a vraiment été moteur pour motiver les maires pour déposer cette candidature. On a souhaité associer 2 autres communes ensemble, puisqu'elles se touchent, qui sont Fraise et Plainfin, qui ensemble représentent un peu plus de 4500 habitants. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité avoir au moins deux villes ou 3, selon qu'on considère le projet ou l'entité administrative? Parce qu'on a été convaincu d'emblée, quand ce dispositif de Petite Ville de demain a été lancé, qu'il y avait dans nos services, en termes d'ingénierie et d'expérience, notamment sur Action Cœur de Ville, des réflexions croisées à mener qui étaient intéressantes. Il faut savoir qu'on est dans une agglomération où on a évidemment un service urbanisme commun, notamment sur l'instruction. On est en phase d'élaboration d'un PLUIH à l'échelle de toute l'agglomération. Donc, c'est évidemment une démarche très ambitieuse. On a des services culturels qui sont, du point de vue de l'ensemble des communes qui assument des fonctions de centralité, entièrement transférés, que ce soit pour la lecture publique, pour la musique, pour les politiques d'intervention patrimoniale. Et puis, on a un service également, donc, pour ce qui relève d'Action Cœur de Ville, qu'on a mis en lien avec le développement économique et le commerce, qu'on a appelé sous un pôle attractivité. Donc, on s'est dit que ce qu'on avait testé dans Action Cœur de Ville, où la ville de Saint-Dié-des-Vosges a été retenue en 2018, c'est d'ailleurs à Saint-Dié que le président de la République avait communiqué sur Action Cœur de Ville pour la première fois. On s'est dit que ce qu'on avait expérimenté en matière, alors à la fois de politique patrimoniale, puisqu'à Saint-Dié, on s'est lancé on a eu le 2e classement de site patrimonial remarquable avec la nouvelle procédure sur un bâti reconstruction, seconde reconstruction. Donc, d'emblée, on s'est dit, cette démarche de SPR à Saint-Dié, ça peut devenir un SPR multisite avec la possibilité d'intégrer les villes qui assument elles aussi des fonctions de centralité dans leur centre-ville. Parce que dans la démarche Action Cœur de Ville de Saint-Dié, d'emblée, on avait considéré que la question patrimoniale n'était pas une gêne, mais que c'était plutôt une possibilité intéressante que de changer le regard des habitants sur leur ville, surtout sur un patrimoine seconde reconstruction qui n'est pas forcément toujours valorisé dans le regard des habitants. Et donc, on s'est dit, pour les deux projets de Fraise Plainfin et de Raon-l'Étape, que cette possibilité d'intégration dans un SPR multisite était quelque chose d'intéressant. On s'est dit aussi qu'en matière de rénovation de logements et de dynamisation du commerce, on avait une expérience, on a une manageuse de centre-ville à Saint-Dié-des-Vosges qu'on avait, avant même que Petite Ville de demain soit créée, à qui on avait d'emblée dit qu'elle ne s'occuperait pas seulement, alors c'est pour ça que son poste n'est pas financé à 100%, elle ne s'occuperait pas seulement de Saint-Dié, mais aussi d'autres communes, et des communes qui ont des fonctions de centralité. Donc, depuis le début, elle recherche aussi bien à lutter contre la vacance commerciale à Raon-l'Étape ou à Fraise Plainfin qu'à Saint-Dié. Et c'est pareil sur les politiques de rénovation de logement. Encore une fois, on conçoit, si vous voulez,
une sorte d'atelier ou de laboratoire, on va dire ça comme ça, un atelier où Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain sont proches, notamment sur des questions de vacances commerciales, de logement et de patrimoine. Et dans nos services, ça s'incarne par le fait que tout le monde est dans la même direction. Tout ce monde-là travaillera dans la même équipe, sachant qu'il y a déjà une chargée de mission pour Raon L'Étape qui est recrutée, qui est en poste depuis plus d'un an et demi, et qui travaille pour une partie de son temps de travail sur des problématiques d'habitat aussi, et que la personne qui va arriver pour Fraise Plein Fin travaillera pour un petit bout de son temps de travail sur le PLUIH. Donc voilà, on pense ça ensemble. Alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas une métropole ou une communauté urbaine. On a déjà une taille suffisante pour avoir un peu d'ingénierie, même pas mal d'ingénierie. Et en même temps, je pense que notre taille nous permet d'imaginer parfois une logique d'atelier qui est peut-être un peu moins lourde à mettre en place que dans des structures plus importantes. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans l'atelier numéro 1 qui sera animé par Pierre Gerlier aux côtés de Madame Sophie Lafenêtre, directrice de l'EPF Occitanie, Grégoire Brujulier du CAUE 41 et Xavier Clark, chef de l'unité départementale pour l'architecture et les patrimoines du 64. Donc merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très intéressant sur comment finalement la dynamique territoriale peut se mettre en place et avec des vrais phénomènes de mise en relation vraiment pour le mieux du territoire, on le souhaite, entre différents dispositifs, en l'occurrence Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Je vous propose pour terminer ce premier tour de piste en plénière de céder la parole à Monsieur le maire de la Châtre, Patrick Judalet, qui est également président de la Comcom La Châtre Sainte-Sévère et qui interviendra à deux voix, mais qui n'aura pas plus de temps pour autant, avec Monsieur Philippe Simon, qui est architecte urbaniste, architecte conseil d'État et professeur à l'ENSA Paris-Val-de-Seine, puisque ça nous semblait intéressant que vous puissiez, messieurs, nous présenter l'accompagnement de la commune de La Châtre qui a été mis en place par l'ENSA, une école d'archi, pour un diagnostic de son territoire. Comment vous l'avez mis en place, comment ça s'est passé, ce que vous en avez retiré. Monsieur le maire, je vous laisse la parole pour 10 minutes maximum à vous deux. Je vous remercie par avance. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Philippe. On avait convenu que c'est Philippe Simon commençait exposé. Je vous en prie, c'est vous le chef de votre séquence. Très bien. Oui, donc bonjour Philippe Simon, architecte urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Alors, je vais vous raconter en effet une expérience qu'on mène depuis plusieurs années au sein de cette école où nous travaillons avec des étudiants en master, de 4e année d'école d'architecture, avec des collectivités, des petites villes, même des villages. Donc, c'est un choix que j'avais fait il y a quelques temps parce qu'il me semblait important de faire sortir des étudiants en architecture des écoles d'architecture, parce que c'est aller se confronter à la réalité du terrain, à la réalité quotidienne des communes, des élus, des habitants et autres. Mais aussi, et c'est là où je rejoins tout le propos qui est en cours, c'est faire en sorte que grâce à des écoles publiques d'architecture, on mette en place quelque chose qui ressemblerait un peu à des ateliers publics d'architecture ou des ateliers publics d'urbanisme, tels que ça avait été rêvé à une époque. Et je trouve ça important de faire en sorte que des compétences de futurs architectes, accompagnés de leur équipe enseignante, puissent aider des collectivités, des élus, des habitants à mieux préciser le projet qu'ils peuvent mettre en place sur un territoire. Alors, c'est donc, on est une équipe enseignante pluridisciplinaire parce que l'architecte ne suffit pas à ce genre de choses. Je suis accompagné d'un ou d'une paysagiste, géographe, écologue, selon les années. C'est un travail qui se fait en plusieurs temps, un travail où les étudiants commencent par une immersion dans le territoire. Ils passent plusieurs jours, y compris un week-end, à arpenter, découvrir, marcher, rencontrer, commencer à avoir des habitudes, commencer à s'y ennuyer. C'est toujours important de s'ennuyer quelque part pour savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut y faire. Ce qui mène vers un ensemble d'analyses et de diagnostics sur chaque commune, avec des points très précis, très cadrés, autour des sujets qu'on connaît tous, autour de l'histoire, comment un territoire s'est formé, autour de la géographie, du paysage, autour des questions d'habitat et de démographie.
Ce qui est important, c'est souvent de prendre des données qu'on a souvent brutes venant de l'INSEE ou de d'autres organismes qui nous fournissent tout plein d'éléments et de les spatialiser, de les mettre en relation avec la réalité des territoires, avec le sol, avec les lieux dans lesquels ces données peuvent être souvent trop abstraites. Des questions sur la mobilité, hein, c'est un des grands sujets aujourd'hui. En effet, comment on se déplace depuis une commune vers d'autres lieux, mais aussi comment on s'y déplace au quotidien. Et en effet, qu'en arrière-plan, la question, qui est une question qu'on connaît tous aujourd'hui pour l'aménagement de toutes les communes, qui est la question de la place de la voiture, qu'elle soit à l'arrêt ou en mouvement. Des questions liées au travail, aux loisirs, des questions liées à la représentation des services publics, à la manière dont une commune gère un territoire à travers des règlements urbains. Donc tout ce temps de diagnostic permet en effet de donner une photographie assez précise des lieux et ce qui mène les étudiants à produire des projets. Chaque étudiant donc, est là totalement libre de produire quelque chose. Donc c'est là où il y a une part de liberté. Dans le contrat qui est passé avec les élus préalablement, il est dit que les étudiants auront leur liberté de parole, car je trouve qu'il est toujours intéressant d'écouter ce que des jeunes étudiants entre 20 et 25 ans ont à nous dire par rapport à des territoires. Alors, on nous a fait une fois le reproche que c'était des étudiants parisiens. Non, ce n'est pas parce que c'est des étudiants d'une école parisienne que les étudiants sont parisiens. Et beaucoup des étudiants parisiens viennent de toute la France. Et justement, ils sont extrêmement intéressés de voir comment, dans leur future pratique, pourront peut-être réinvestir les territoires dont ils sont originaires. Et donc, il y a tout ce temps comme ça donc, de mise en projet. Et ça finit par un jury collectif avec les élus. Cette année, on avait le CAUE qui était présent aussi, et dans lesquels les étudiants, donc futurs architectes, sont obligés d'expliquer leurs idées, leurs projets, leurs préoccupations, non pas dans un vocabulaire entre architectes, comme c'est trop souvent le cas, mais un vocabulaire et des dessins, des modes de représentation, des modes d'expression qui doivent être en effet compréhensibles par tout le monde. Et donc, on a mené cette expérience donc, sur plusieurs communes et en effet sur la Châtre. Et je passe la parole à Monsieur le maire pour qu'il vous raconte cette expérience vue du côté des élus. Merci Philippe. Alors, je vais repositionner simplement la Châtre, si vous le permettez. Je suis également président de la communauté de communes. La Châtre est la ville-pôle. Communauté de communes rurale, puisqu'elle regroupe 30 communes, 17 000 habitants en tout. La plus petite commune a 60 habitants et la plus grande, la Châtre, a 4 500 habitants. L'histoire, très succinctement, nous avions été pré-retenus dans le cadre du programme d'Action Cœur de Ville. Il m'a valu l'avantage de rencontrer Yves Dauge, qui est venu nous voir à la Châtre, et puis nous avons échangé. Et parallèlement à ça, les règles ont changé de l'Action Cœur de Ville, et nous sommes peu passés un petit peu en dessous de la barre, je crois, des 20 000 habitants, donc nous n'étions plus concernés. Et j'avais échangé avec Yves Dauge, notamment notre difficulté, je l'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure, à avoir une ingénierie de proximité, une ingénierie à notre écoute. Parce que souvent, on trouve évidemment de l'ingénierie qui est à sa propre écoute et qui n'est pas satisfaisante pour nous élus, ou tout au moins pour correspondre à nos projets. Et puis, de fil en aiguille, nous avons échangé avec Philippe Yves Dauge et nous avons convenu que des étudiants de cette école d'architecture viendraient sur la Châtre visiter notre ville. On les a accueillis d'ailleurs quelques jours, je crois que c'est 5 ou 6 jours. Et nous avons accueilli, comment dirais-je, de façon à ce qu'ils soient intégrés au sein de la population. On ne les a pas positionnés en leur disant « nous voulons faire ci, nous voulons faire ça ». Nous avions 2 ou 3 axes importants, à mon sens, à prendre en compte, qui étaient bien évidemment la revitalisation du centre-ville à travers ces commerces, même si nous avons encore beaucoup de commerces, mais ils sont sur une phase vieillissante de passation dans les prochaines années entre commerçants. Nous avons un patrimoine bâti, nous avons 2 types de patrimoine bâti, une ville plus nouvelle, moderne, avec des belles maisons bourgeoises, et une ville plus ancienne, faite de petites maisons de tanneurs, maraîchers, etc., qui longent la rivière Indre. Donc nous avons une problématique différente, et nous avons besoin que ces étudiants examinent ce volet à la fois patrimonial, parce que patrimoine bâti important. Nous sommes dans le pays de Georges Sand, donc nous avons bien évidemment un patrimoine culturel qui est là, présent. Et puis nous avons un patrimoine arboré à travers des places et une végétalisation importante qui me semble tout à fait correspondre à l'image de notre ville. Donc ces étudiants ont été véritablement, comme le disait Philippe, en immersion totale dans la ville. Nous ne les avons pas suivis, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont assisté au marché, échangé avec les gens, ils ont fait quelques
quelques enquêtes et quelques sondages auprès des habitants de la Châtre, ce qui a permis de connaître indirectement ce que les gens de la Châtre ressentaient de leur maire. C'est toujours intéressant, puisqu'on c'est sans filtre souvent. Et voilà. Et puis, donc, au bout d'une semaine, ils sont repartis. Et puis, je ne sais pas combien, peut-être 2 ou 3 mois après, donc j'ai assisté à la remise des projets qu'ils avaient faits. Et là, on a bien senti que c'était les projets, on les avait laissés réagir à cet open bar, si je puis dire, hein, on n'avait pas donné de contraintes, oui. Et les résultats étaient sans contraintes. Et c'était assez surprenant, assez innovant, et c'est assez rafraîchissant. Parce qu'on est habitué à une certaine forme d'urbanisme, une certaine forme, enfin, un certain regard du patrimoine qui est très stéréotypé. Ils se sont fait plaisir, je pense, pour la plupart. Ils nous ont fait plaisir, ils ont pris du plaisir, je crois. Nous avons eu des échanges très intéressants lors de la présentation des projets à Paris, dans une journée assez étouffante. D'ailleurs, il faisait très chaud, je me souviens très bien. Et nous avons eu des échanges très intéressants. Et à l'issue, j'ai donc présenté ces projets à mon conseil municipal, qui a été aussi étonné que moi. Voilà, mais certains sont quand même la base aujourd'hui de notre programme de Petite Ville de demain dans lequel nous venons d'entrer voici quelques mois et qui ont servi de base. Nous avons des actions qui sont déjà en cours, hein, puisque nous avons lancé un plan de déplacement à vélo sur l'ensemble de notre agglomération qui regroupe 5 communes pour faire de l'intercommunalité et de la zone cyclable en centre-ville pour limiter un peu de voitures. Nous avons essayé aussi de regarder les problèmes de mobilité à travers notre territoire communautaire, puisque nous sommes sur un programme de mise en place de voitures électriques intercommunales, si je puis dire, qui j'espère viendra rapidement en œuvre via un plan d'action régional. Donc ça, c'est très important aussi. Et le programme de Petite Ville de demain, nous avons parfaitement intégré la rénovation des anciens quartiers grâce aussi à l'EPFL qui va nous permettre de financer tout ça à travers ce programme. La mise en place d'un manager de commerce pour redynamiser notre commerce de centre-ville. Nous avions perdu que le commerçant et puis pendant le confinement, nous avons retrouvé curieusement 4 ouvertures de commerce. Comme quoi, la pandémie n'a pas eu des défauts. Enfin, voilà, ça a pas mal fonctionné. Que vous dire de plus? Simplement que je pense que les étudiants, nous avons échangé avant qu'ils ne partent de la Châtre, parce que je sais qu'ils étaient hébergés dans un terrain de camping, dans des cabanes de camping. Et un m'a dit, je suis étonné le matin quand je me suis levé, j'ai vu un chevreuil, je ne m'en avais jamais vu. Et ça m'a assez marqué parce que Philippe disait tout à l'heure que les étudiants ne sont pas tous parisiens, effectivement, mais je veux dire qu'ils ne sont pas tous non plus issus du milieu rural. Et c'est important qu'ils se remettent dans le contexte du développement rural qui, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du rétropédalage, mais est assez fréquenté par les télétravailleurs et le retour aux sources de néo-citadins. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, l'expérience de travail avec une école d'architecture nous a beaucoup plu, nous autres élus du territoire. Encore une fois, on sortait, entre guillemets, des chemins classiques assez revus. Méthodologie, vous savez, on tourne souvent en rond autour d'un aspect patrimonial, architectural, d'une évolution. Encore une fois, c'est assez rafraîchissant et un peu de jeunesse a fait le plus grand bien dans ce moment particulier. Voilà ce que je voulais vous dire. Petite Ville de demain, bien évidemment, on rentre depuis maintenant 10 mois. C'est un long chemin qui nous attend, beaucoup de projets à mettre en place, à mettre en route. Le chargé de projet est en cours de recrutement. J'ai échangé avec Philippe à ce sujet d'ailleurs l'autre jour. Et c'est un beau challenge pour nous, petite commune rurale, j'entends, et je voudrais saluer l'école, Philippe bien évidemment, qui a su piloter ses étudiants d'une main de maître comme il le fait habituellement. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur la ville de la Châtre. Merci beaucoup, monsieur le. Merci beaucoup, monsieur Simon, pour votre témoignage croisé et pile poil dans les temps. Donc, double remerciement de fond et de forme. Effectivement, comme vous le signaliez, hein, le fait d'intervenir des étudiants d'école d'architecture, ça vient en complémentarité hein, de l'écosystème local ou de l'offre de services et des différents acteurs que vous pouvez mobiliser.
Je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. Chacun apporte aussi une pierre à son édifice et on sait bien qu'on en a besoin de beaucoup de pierres. Donc, ça fait partie en tout cas des leviers qui peuvent être extrêmement intéressants. Je me permets aussi, monsieur le maire, j'ai trouvé intéressant votre incise à un moment donné sur l'enjeu d'acceptabilité par les habitants et que finalement, il y a plusieurs voies de travailler à cela. Comment travailler sur l'acceptabilité, la participation, et effectivement le caractère de résidence de ces étudiants vous avez bien témoigné tout ce que ça a pu emporter de dialogue et de discussions approfondies sur le terrain. Et puis enfin, je retiens l'intérêt de casser les codes, de faire des pas de côté aussi pour mieux bâtir le récit collectif et imaginer l'avenir. Donc merci beaucoup pour ces perspectives tout à fait réjouissantes qu'on va explorer un peu plus dans l'atelier numéro 2 pour voir quelle offre de service Petite Ville de demain peut vous apporter. Il y a eu quelques interventions dans les questions-réponses, notamment beaucoup d'intérêt collectif visiblement avec le témoignage d'une ancienne étudiante en architecture et urbanisme et actuellement chef de projet PVD qui saluait votre témoignage et soulignait tout l'intérêt de cette démarche. Et une question plus sur les montages financiers des opérations sur lesquelles on ne va pas pouvoir s'attarder aujourd'hui, mais on va regarder pour l'aborder peut-être plus en détail demain et également dans le cadre des fiches projets qu'on est en train de préparer sur les différentes réalisations un peu inspirantes ou en tout cas qui nous semblent importantes à porter à connaissance de tous pour vous apporter des éléments de réponse. Excuses. Donc, je vous propose tous ensemble d'ouvrir un premier temps un panorama très synthétique, comme je le disais, mais vous aurez des compléments par capsule vidéo dans les prochains jours sur l'ingénierie technique et l'ingénierie financière au service de mon projet. Monsieur le maire de Saint-Dié-des-Vosges, est-ce que par rapport à votre intervention lors de la première séquence, vous souhaitiez rajouter 2-3 éclairages en quelques mots ou pour vous c'était clair et vous préférez répondre aux questions? Je préfère répondre aux questions, même s'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites évidemment en introduction, mais comme je vois que les 3 autres personnes qui devaient intervenir ne l'ont pas encore fait, je préfère leur laisser du temps. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, comme dit, on aura le plaisir de vous interviewer de manière un peu plus longue et si ça vous convient et de relayer cette capsule de toute façon sur tout ce que vous aviez pu préparer. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur Brusulier, donc directeur du CAE du 41. On a parlé des CAE pendant la première séquence. Monsieur Brusulier, êtes-vous là et pouvez-vous présenter la substantifique moelle de vos propos? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, et on vous voit. Bah, écoutez, c'est parfait. Bonjour à tous, donc Grégoire Brusulier, architecte du patrimoine et urbaniste au CAUE 41 du Loir-et-Cher. Pour ceux qui me connaissent, 3 minutes, ça va être très très compliqué par rapport à ce que j'avais préparé, mais c'est pas grave, on va se débrouiller, on va faire preuve d'agilité. Le CAUE, vous les connaissez, sont des structures pluridisciplinaires composées d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui accompagnent les particuliers, les collectivités et différents opérateurs dans les missions de sensibilisation, d'information, de formation et de conseil autour des questions d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'environnement. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, les CAUE ont chacun dans leur département et en fonction du tour de table des acteurs été amenés à s'interroger sur la manière dont ils pouvaient accompagner les collectivités qui avaient été lauréates du programme. Et donc nous n'avons pas échappé à la règle et dans le CAUE du Loir-et-Cher, nous nous sommes également interrogés sur notre façon de procéder. Ça faisait déjà quelques années que le CAUE de Loir-et-Cher travaillait sur les questions de revitalisation des centres anciens. Et c'est donc tout à fait logiquement que nous avons continué à travailler un petit peu dans ce sens. Simplement, une question toute bête s'est posée, c'est qu'il y a 17 petites communes et que le CAUE n'a pas forcément la capacité de répondre aux 17 sollicitations des 17 communes. Donc il faut encore, parce que au moment où je vous parle, c'est en pleine réflexion, trouver un système qui permette d'accompagner chacune des collectivités dans leurs besoins. Les missions du CAUE sont très variées et très diverses, et ça dépend beaucoup des architectes ou des paysagistes qui composent les équipes, mais
peut-être qu'une des manières les plus faciles d'accompagner la collectivité, c'est de leur permettre, dans un premier temps, avant de se lancer dans une série d'actions qui sont inhérentes à leur programme, d'avoir une vision d'ensemble un peu cohérente de leur stratégie de revitalisation. Et donc, en ce sens, notre CAUE propose aux collectivités et petites villes de demain qui le souhaitent d'élaborer avec elles une sorte de plan guide qui est à la fois un diagnostic, un assemblage des projets qui sont dans les cartons et puis en même temps déjà des pistes de projets. Une feuille de route quelque part Petite Ville de demain qui peut servir évidemment aux chefs de projet Petite Ville de demain, aux élus, pour avoir une vision assez claire des actions qu'ils souhaitent entreprendre dans les années à venir sous l'égide du programme. Et puis ensuite, la feuille de route qu'on est en capacité, nous, CAUE, de décliner sur quelques opérations plus ponctuelles, notamment sur des questions de patrimoine et de centres anciens, puisque c'est les sujets sur lesquels on travaille, essentiellement sur la restauration du bâti, mais également sur l'embellissement des espaces publics, les fleurissements au pied de mur, la réhabilitation des espaces publics de centre-bourg, pour ne citer que quelques exemples, mais ils sont nombreux et vous les connaissez. Alors, cet outil de plan guide, on est en train d'essayer de construire avec la NCT, qui est le chef de file un petit peu du programme PVD dans le département, de construire la méthodologie qui permettra de l'appliquer dans la plupart des villes qui le solliciteront. Et à ce moment-là, le CAUE, ce n'est pas tant que c'est nous qui allons fabriquer le plan guide, que nous allons trouver une méthode qui permette à tous les acteurs qui participent au programme de fabriquer ce plan guide sur la base de nos compétences et des missions qui sont les nôtres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une manière... Et c'est la fin. Non, mais c'était juste pour... effectivement, je pense que c'est intéressant ce que vous évoquez, c'est-à-dire comment penser un accompagnement au plus proche de chaque territoire lorsqu'on a beaucoup de territoires accompagnés et des équipes par nature contraintes. Il y a une question qui dit « Mais comment on fait quand on n'a pas de CIE sur notre territoire ?» Soit vous avez, j'espère pour vous, une agence d'urbanisme, soit vous avez une agence technique départementale qui parfois ont des compétences en la matière. Si vous n'avez pas du tout de CAUE, c'est probablement que vous venez de Champagne-Ardenne ou j'essaye d'avoir en tête, il n'y a pas beaucoup de départements sans CAUE en France. Et puis si vous êtes conseiller départemental, trouvez le moyen d'en créer un. Merci, M. Brujulier. Il y a également une question de dire, s'agit-il d'une offre standard nationale? Je me permets de répondre, effectivement, c'est plutôt une démarche que vous portez. Néanmoins, on travaille au niveau national avec la Fédération nationale. Voilà, à ce titre, je peux donner en 30 secondes 2 exemples. Il y a des CAUE qui ont eu des réponses différentes. Il y a des CAUE, par exemple, qui ont mis des cycles de formation en place spécifiquement sur les questions des petites villes de demain et de revitalisation. Et puis, il y a des CAUE qui ont choisi de travailler avec quelques petites villes de demain lauréates, mais dans une manière très fine et très approfondie, avec de l'ingénierie un peu plus lourde. Voilà. Les degrés de réponse dépendent vraiment des territoires. Merci beaucoup, M. Brujulier. Et je confirme à Julie Marchand qui intervient, c'est une boîte à outils à essaimer, bien évidemment. C'est aussi tout l'objet du club. On ne veut pas être dans imposer une façon de faire, mais on est vraiment à l'écoute et on essaye de soutenir au maximum les initiatives locales. Et on suivra avec attention votre plan guide. Et si vous en êtes d'accord, on pourra peut-être prévoir une présentation sur le contenu qui intéressera vraisemblablement de nombreuses collectivités. Je cède la parole à Madame la directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie, Sophie Lafenêtre, que j'ai vue tout à l'heure, qui, pareil, êtes-vous là? Oui, super. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être brève. Donc, côté des établissements publics fonciers, nous intervenons pour le compte des collectivités sur tout ce qui va être l'ingénierie foncière et immobilière. Alors, nous travaillons forcément, c'est une offre d'ingénierie qui s'inscrit dans Action Cœur de Ville, dans Petite Ville de demain, et spécifiquement, on a aussi un dispositif Bourse Centre Occitanie, dans le cadre de la région Occitanie, donc ce qui démontre qu'il n'y a pas de taille d'opération. On peut être sur des choses vraiment très, très restreintes, mais dès lors qu'on est sur de la revitalisation des centres anciens, on est amené à accompagner les collectivités. Ce qui est aussi important de dire, c'est que nous intervenons vraiment sur le volet acquisition, maîtrise foncière, j'y reviendrai après. Et donc derrière, il faut un chaînage avec l'ensemble des opérateurs de la chaîne de l'aménagement, que sont les CAUE, les agences départementales, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés. Voilà, on s'inscrit vraiment dans une chaîne complète. Et dans une région, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, comme l'Occitanie, avec 13 départements, on a 13 façons de travailler qui sont différentes parce qu'on a à chaque fois des acteurs et des écosystèmes qui sont différents. Alors, la question de la maîtrise foncière et immobilière
pour le compte des collectivités dans le cadre de la mise en place d'un projet d'intérêt public. C'est assez important, et c'est là que le lien avec le patrimoine se fait rapidement, c'est que souvent, vous avez un bien vacant en plein centre ancien ou un bien dégradé qui menace ruine. Ce sont des choses, ou un commerce vacant en rez-de-chaussée dans un immeuble qui finalement n'est plus exploité. Et souvent, c'est vraiment l'attractivité du centre qui s'en trouve touchée. Donc, on est vraiment sur des choses où le bâti est au cœur du sujet. La spécificité des interventions en centre ancien, c'est qu'on est justement dans des secteurs qui sont bâtis, donc contraints en matière de travaux, puisque l'accès, la circulation, tout est lié, et qu'on est dans un tissu mixte. Vous avez des questions d'espace public, de commerce, d'habitat, on mélange vraiment plusieurs choses. Donc c'est vrai que tout l'objectif dans les interventions qu'on peut avoir, c'est de rendre désirable et compétitif par rapport aux questions d'extension les centres anciens. Donc ça pose la question, ça a été très bien posé, des stationnements, des équipements, des services, des emplois. Et puis aussi de trouver un modèle économique, parce que pour l'instant, quand on regarde les coûts, on a l'impression que l'extension est moins contrainte en termes de coûts, en termes de modèle économique, que la réhabilitation et la reconquête des centres. Et c'est dans ce cadre-là, moi je trouve que c'est assez important, que la question patrimoniale est vraiment un levier très intéressant. C'est-à-dire que les villes avec lesquelles, quelle que soit leur taille, l'attractivité, la revitalisation se fait le plus rapidement et avec le plus de succès, c'est vraiment celles qui ont parié sur leur patrimoine, parce que cette question patrimoniale, alors qu'on parle de classé ou pas classé, souvent ça va de pair avec attractivité touristique, avec qualité quand même, avec image et identité de la ville, et puis capacité à réhabiliter, parce qu'on est quand même sur des matériaux souvent qui sont plutôt de bonne facture, même très anciens. On ne se pose pas les mêmes questions quand on va devoir aller réhabiliter certains lotissements fort récents qu'on a plutôt en extension. Donc, si j'en viens très rapidement sur l'offre d'ingénierie de l'établissement, comme j'ai dit, nous, on est spécialisé sur le foncier, mais pour bien faire notre métier, on a été obligé d'élargir la gamme. Et ce qu'on propose aux collectivités, c'est la chose suivante. Premièrement, on va être dans une maîtrise de toutes les procédures, la sécurisation et le préfinancement de l'acquisition immobilière. Quand vous avez des biens avec des indivisions très compliquées, quand vous avez des biens vacants, la recherche du propriétaire, l'acquisition, la négociation, l'évaluation, la capacité de réhabilitation, ça, on peut accompagner. On cofinance également les études de programmation de faisabilité pour voir ce qu'on peut en faire et vérifier que la programmation trouvera une sortie, parce que ça ne sert à rien de vouloir à tout prix faire souvent une résidence senior si dans toutes les collectivités autour, vous avez déjà la même offre programmatique. Il faut bien réfléchir en fait à l'offre de logement ou les commerces par rapport à ce que vous avez autour. Donc ça, on peut cofinancer les études, on finance l'ingénierie, on travaille souvent avec les CAUE. Vous avez la question des travaux, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de la construction de la réhabilitation, mais nous pouvons être amenés à faire de la consolidation en attendant le cadre du projet ou de la démolition quand on est vraiment sur des choses un peu compliquées. Et puis enfin, il y a le cofinancement, enfin plutôt le financement de certains déficits d'opération, notamment quand il y a production de logement social, c'est absorber la surcharge foncière qui est créée par l'intervention au centre ancien. Comme je l'ai dit, ce sont des travaux qui peuvent être plus coûteux parce que des fois, il faut préserver des façades. Quand on travaille avec les architectes des bâtiments de France, il y a des choses qui sont à consolider, les savoir-faire ne sont pas toujours au rendez-vous, donc ça peut avoir un coût un peu plus important. Il faut arriver à tenir les chantiers quand vous avez des périodes touristiques, donc on est contraint souvent sur des délais. Et ces surcoûts augmentent la charge foncière et on peut être amené, nous, à revendre à perte directement à l'opérateur que la collectivité a choisi, donc revendre un peu moins cher pour absorber un peu ces surcoûts. J'avais 2-3 images sans commentaire à passer, mais je ne sais pas si je peux partager l'écran. Je tente. Allez-y, normalement, c'est bon. Juste pour illustrer de manière... On me dit que je n'ai pas le droit. Je vais vous accorder les droits si ce n'est pas déjà le cas. Vous ne pouvez pas démarrer. Voilà. Ah, c'est parce que je partage. Voilà, on arrête le partage et on vous autorise. D'accord. Ça devrait fonctionner maintenant. C'est très... Voilà, parfait. Je vous remercie. Et en revanche, ça ne défile pas forcément. En tout cas, ça s'affiche bien. Ça s'affiche, mais je on a l'axe 1 de Saint-Pargoire dans l'Hérault. Bon, c'était un exemple, c'est-à-dire sur les 4 niveaux, voilà, vous allez voir, dans les 4 niveaux d'ingénierie. Donc, nous sommes intervenus sur l'acquisition, par exemple, d'Hôtel du Viguier à Figeac. Là, on est vraiment sur la technique, la sécurisation de la maîtrise juridique, avec une intervention par préemption un peu rocambolesque, de manière à éviter que ce bien, que cet ancien hôtel parte dans un giron privé, ne soit plus ouvert, c'était vraiment face à la mairie, et puisse être exploité comme un hôtel pour garantir l'attractivité du centre-ville. Là, vous êtes sur la prison de Cahors, qui est retenue également dans Réinventons nos centres-villes. Pareil, c'est l'acquisition foncière, puisque l'État voulait vendre à tout prix. Donc derrière, on a acheté et on accompagne, on va porter
le temps que le projet soit prêt, qu'on puisse revendre à l'opérateur en permettant ainsi à la collectivité de bâtir correctement son projet et de lancer la consultation qu'elle a pu lancer. Là, vous êtes sur le deuxième volet de l'ingénierie, c'est la caserne d'Auch, caserne militaire, donc classée, une magnifique pièce urbaine, mais quand vous voyez le volume de cette pièce, c'est Auch 2040 qu'on va bâtir. La question, c'est quelle programmation? Donc là, on a cofinancé tout ce qui est, on a aidé sur le cahier des charges de tout ce qui va être étude pour définir qu'est-ce que pourrait accueillir un bâtiment tel que ça. Pour l'anecdote, le cirque Alexis Grus s'était installé à un moment dans le centre et ça paraissait vide. C'est pour vous dire un peu les proportions d'une telle pièce. Sur l'ingénierie en termes de travaux, vous avez l'Hôtel-Dieu à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, où vous avez une chapelle qui est sur la gauche qui était classée et une partie beaucoup plus récente, très amiantée, qu'il fallait démolir. Donc, nous avons préservé la chapelle et nous avons conduit les travaux de démolition de manière à rassurer les opérateurs qui interviennent derrière. Là, nous sommes sur l'ingénierie plutôt de financement. Donc là, vous êtes vraiment sur de l'aspect médiéval avec un bâti, une maison classée d'époque médiévale et qui menace ses ruines. Donc, nous avons travaillé avec l'ABF. Donc, tous les dispositifs de l'ANA étaient déjà mis en place. Et il manquait un peu de cofinancement pour absorber la charge foncière. Donc, nous avons acquis et nous mettons le complément qui manque pour réhabiliter l'ensemble des logements. Et le dernier point, c'est Saint-Pargoire, où là, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un projet qui a été retenu et je crois salué par Chaillot sur la question du traitement des espaces publics, puisque l'intervention sur les deux biens, l'un en réhabilitation, en lien avec l'architecte des bâtiments de France et l'autre en démolition, parce que aucun des deux n'était classé, a permis de réouvrir la circulade de la Bastide et donc de requalifier l'ensemble de l'espace public. Et donc, nous avons revendu un peu moins cher que ce que nous avions acheté directement au bailleur social, de manière à pouvoir sortir l'opération. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Madame la Fenêtre, de cet éclairage de ce que les EPF peuvent apporter aux collectivités petites villes de demain, qui complète bien effectivement l'expertise présentée juste avant par côté CAUE. Pour finir ce tour d'horizon de l'atelier 1, je vais céder la parole à Monsieur Clark. Mais avant ça, un petit point d'actualisation de la méthode que nous allons prendre pour que tout le monde soit au courant, pour ne pas exploser les délais et tout de même bénéficier de vos interventions qui sont très riches et merci encore de votre souplesse pour cet événement. On va finir tranquillement le tour de table et je céderai la parole à Monsieur le maire de Saint-Dié-des-Vosges pour donner un peu son retour sur tout ça après l'intervention de Monsieur Clark et quelques mots de Pierre Jarlier. Et ensuite, on regardera, je prendrai les questions dans le fil du chat et on conclura avec Madame Aboulker. Et l'atelier 2 dédié à l'offre de services, on vous propose, on est en train de regarder avec les intervenants, on va vraisemblablement vous mettre à disposition des interventions filmées, donc sous le format capsule vidéo, et éventuellement reprogrammer un atelier dédié à ces sujets-là sous forme de décryptage à la rentrée, parce que là, sinon, je crains qu'on n'arrive pas à tout faire et que sinon, ça nous prenne l'après-midi ou qu'on fasse tout mal. Du coup, je cède la parole à Monsieur Xavier Clark, chef de l'UDAP 64 et par ailleurs architecte des bâtiments de France, puisque comme l'évoquait Monsieur le maire de Tréguier en introduction, il y a un vrai enjeu autour de la coopération entre les collectivités et les ABF, les architectes d'État. Monsieur Clark, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment vous travaillez, quelles sont vos recommandations aux élus et aux chefs de projet qui nous écoutent? Oui, bonjour, vous m'entendez bien là? Très bien. Très bien. Bon. Donc, les architectes des bâtiments de France, effectivement, travaillent dans les unités départementales de l'architecture et du patrimoine. Donc, ça signifie qu'en fait, ils s'intéressent à la fois au patrimoine et à la question de la création architecturale. Ça, je pense, c'est une première chose à avoir en tête parce que souvent, ils sont associés exclusivement à la question du patrimoine et à la question de leurs prérogatives en matière de gestion des espaces protégés, c'est-à-dire d'intervention dans un cadre régalien. Mais il s'avère qu'ils ont également une deuxième casquette qui est celle de la question de l'accompagnement de la qualité architecturale, du conseil, au titre de la promotion de la qualité architecturale. Donc ça, c'est un deuxième aspect de l'offre
des missions qui sont confiées aux unités départementales d'architecture et du patrimoine, qui souvent est moins connue et qui trouve tout son sens en fait dans le cadre de la politique Petite Ville de demain. Il y a deux idées fortes, je pense, qui méritent d'être évoquées par rapport à cette question de l'ingénierie dans le cadre des projets culturels engagés dans le cadre de Petites Villes de demain. C'est d'une part que c'est la grande capacité, ça a déjà été dit, hein, c'est la grande capacité, le grand potentiel de valorisation de l'existant en général. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le patrimoine qui est protégé monument historique, c'est la notion d'existence, c'est-à-dire de patrimoine hérité dans son ensemble comme un bien qu'on va valoriser ou au contraire améliorer. Et en gros, pour avoir un ordre d'idée, il y a 75% en fait des petites villes de demain qui sont concernées par des sites patrimoniaux, dont 2/3 à peu près sont des abords de monuments historiques et 1/3 sont des sites patrimoniaux remarquables. Ça veut dire que d'une manière générale, dans une grande majorité des cas, l'architecte des bâtiments de France interviendra au titre de ses prérogatives sur la gestion des espaces protégés, mais également sera mobilisable en tant que partenaire, comme les autres partenaires, au titre du conseil et de l'accompagnement des projets. Et on voit qu'en fait, les différents axes en fait, de développement de cette politique-là, que ce soit dans la réhabilitation du bâti, dans les questions de mobilité, les questions de valorisation de l'espace public ou de développement d'équipements et de services publics, il y aura toujours un lien en fait, avec l'intervention de l'architecte des bâtiments de France. Donc ça, c'est la deuxième idée forte, c'est l'idée que l'architecte des bâtiments de France peut être vraiment mobilisé dans le cadre de l'ingénierie technique, dans la mesure où le dispositif Petite Ville de demain est finalement une formidable occasion de mobiliser l'intelligence collective en réunissant autour d'une même table des partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger et de construire ensemble un projet. Et donc l'idée, c'est que l'UDAP puisse intervenir également en tant que conseil, en réseau, c'est-à-dire en partenariat, vraiment en coopération avec l'ensemble des partenaires qui sont déjà intervenus ou qui vont intervenir, c'est-à-dire le CAE, évidemment, pour lequel les UDAP partagent en fait cette dimension de conseil, les CAE étant souvent particulièrement développés sur les questions de rénovation énergétique du bâti ancien. On a également évidemment le réseau des villes et pays d'art d'histoire, le réseau des petites cités de caractère qui, eux, interviennent plutôt sur la dimension de l'animation et de la participation citoyenne. On a le réseau des maisons d'architecture aussi, qui sont un réseau qui développe particulièrement la question des résidences d'architectes, qui peuvent parfois être un élément déclencheur très structurant pour des projets culturels développés dans le cadre de Petites Villes de demain, l'établissement public foncier, les établissements fonciers, qui sont aussi des partenaires avec lesquels on travaille beaucoup sur les notions de diagnostic patrimonial, les agences d'urbanisme local, évidemment, la Fondation du patrimoine, il faut aussi l'évoquer, la Banque des territoires, on travaille beaucoup avec la Banque des territoires pour développer notamment ce qu'on appelle les diagnostics flash, et le dernier, mais non des moindres, la question des architectes conseils de l'État et paysagistes conseils de l'État. Je pense que quand on parle d'ingénierie dans le cadre des politiques culturelles, le binôme architecte conseil de l'État, architecte des bâtiments de France est un binôme qui fonctionne très bien autour de la table de la réflexion qui est engagée autour des politiques du projet culturel pour en fait accompagner la question de la qualité architecturale sur l'ensemble de la chaîne de la qualité. C'est-à-dire que l'architecte conseil de l'État ou le paysagiste conseil de l'État vont apporter leur expérience en tant que praticiens sur les questions d'usage, sur les questions techniques, sur les questions économiques. Et l'architecte des bâtiments de France, lui, va apporter son expertise plutôt sur la question de l'intégration harmonieuse du projet dans un contexte préexistant. Et donc, je pense qu'en tant qu'architecte des bâtiments de France, on voit vraiment à travers cette politique une occasion de mobiliser vraiment l'intelligence collective de l'ensemble des structures d'ingénierie et des structures de conseil en architecture au service d'un projet de revitalisation qui va être fondé sur la valorisation des ressources patrimoniales, c'est-à-dire vraiment de l'existant, comme j'évoquais au début, avec sa dimension économique, sa dimension fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la valeur d'usage du patrimoine, sa dimension sociétale, c'est-à-dire culturelle, c'est-à-dire que le patrimoine comme valeur symbolique,
facteur de cohésion sociale qui est attaché à la cohérence et à la qualité du cadre bâti. Et donc, merci. le projet... Pardon. J'ai terminé. Voilà, c'est juste pour dire que le projet culturel était vraiment un fil rouge qui donnait du sens au projet de revitalisation. J'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Clark. Excusez-moi de mon impatience. Merci pour cet éclairage complet de ce que les UDAP peuvent vous apporter. Et je crois qu'on peut aussi retenir les propos des ministres hier encore. N'hésitez pas à associer les services de l'État et en particulier les services de la DRAC le plus en amont possible. Dès que vous commencez à avoir une envie, quelque chose, le mieux, c'est vraiment de solliciter vos interlocuteurs pour qu'ils puissent vous épauler au mieux, vous aiguiller et puis et vous accompagner tout au long de votre projet. Peut-être avant de céder la parole à Madame Aboulkar pour les propos conclusifs, je vous propose d'entendre Monsieur le maire de Saint-Dié-des-Vosges pour peut-être nous donner son point de vue, son retour d'expérience, parce qu'on sait bien, là, on a eu une présentation d'interlocuteurs enthousiastes et convaincus, et on sait aussi que dans la vie du projet et des actions de terrain, il y a parfois des petits écueils, des petites embûches. Et du coup, on aimerait vous entendre sur, pour vous, quel serait votre retour d'expérience et puis peut-être vos conseils aux participants que j'invite à poser leurs questions dans l'onglet discussion, puisque nous n'avons plus d'onglet questions-réponses, puisque nous sommes passés sur un autre format de Zoom, mais n'hésitez pas à nous faire part des questions que vous pourriez avoir. Monsieur le maire est toujours là, et puis Oui, vous passez la parole pour quelques minutes de réaction par rapport à... Merci. Le conseil que je donne aux collègues, et qui fait écho à ce qu'a dit le maire de Tréguier tout à l'heure, c'est qu'un projet de revitalisation, et a fortiori quand il a une dimension patrimoniale forte, il ne peut réussir que s'il est porté par un binôme entre le maire et une intercommunalité. Alors vous allez me dire, c'est parce que je suis président d'une intercommunalité dans laquelle il y a 2 projets Petites Villes de demain que je suis là, mais c'est une vraie conviction. Pourquoi ? Parce que peut-être à l'exception des CAUE qui traitent souvent directement avec les communes, la plupart des autres outils qu'on a évoqués, les établissements publics fonciers, les agences d'urbanisme, ont l'habitude de travailler plutôt à l'échelle des intercommunalités et elles sont plutôt demandeuses de ce type de démarche. Et puis, donc, travailler à l'échelle de l'intercommunalité, que le projet Petite Ville de demain soit vraiment coporté et que chacun dans l'intercommunalité soit persuadé de son intérêt, même s'il ne concerne qu'une commune ou que 2, c'est important parce que du coup, c'est souvent l'intercommunalité qui actionnera l'établissement public foncier, c'est souvent elle qui le saisit. C'est le cas chez nous avec l'établissement public foncier Grand Est, qui est le 2e plus vieil établissement public foncier d'État en France, qui a eu une tradition qui est présente depuis très très longtemps en Lorraine et très mobilisée sur des projets de revitalisation de communes, mais qui ne traite plus désormais qu'avec les intercos dans la saisine. Et c'est vrai dans beaucoup de territoires. C'est vrai pour les agences d'urbanisme aussi. Quand on est une petite commune de 4500 habitants, ce n'est pas forcément facile d'aller saisir l'agence d'urbanisme de la métropole de Rennes ou de la métropole de Toulouse. En revanche, quand on est une communauté de communes, une communauté d'agglomération, on peut le faire. Et nous, on a par exemple à l'agglomération la particularité de travailler avec 2 agences d'urbanisme. Et ça se fait en bonne intelligence entre les 2, celle du Grand Nancy, Scalène et l'ADEUS pour Strasbourg. Et chacune sur un niveau d'expertise qui est complémentaire. Donc c'est vraiment important que ce projet soit porté par les 2, bien sûr par la commune, puisqu'au départ d'un projet Petite Ville de demain, il y a toujours une maire ou un maire avec une équipe municipale, avec un tissu local qui a envie de transformer sa ville. Mais il faut toujours avoir cette démarche d'associer le plus possible l'intercommunalité, parce que c'est ce qui permettra d'actionner un certain nombre de leviers. Et donc je pourrais revenir sur la manière dont, par exemple, chez nous, pour Raon-l'Étape, l'établissement public foncier Grand Est a porté l'étude Petite Ville de demain pour le compte de la communauté d'agglomération, puisque nous, on a fait le choix de porter en ingénierie toutes les études
tous les emplois, aussi qui concernent Petites Villes de demain ou Action Cœur de Ville. En revanche, les investissements sont portés par les communes dans la plupart des cas. Quant aux architectes des bâtiments de France, enfin, aux UDAP, c'est vrai que, alors là, c'est aussi un des intérêts de l'intercommunalité, c'est qu'il y a une forme de parangonnage entre les communes les plus grandes et les plus petites. Les communes les plus grandes ayant souvent un rapport aux ABF qui est, entre guillemets, plus banalisé, c'est-à-dire plus quotidien. Et l'ABF, pour le maire d'une ville de 20 000 habitants ou de 15 000 ou de 20 000 ou de 30 000, c'est un personnage qu'il voit souvent, ce qui n'est pas forcément le cas du maire d'une commune de 3 500 habitants où il y a un élément classé, ou deux ou trois. Et moi, je ne peux qu'inciter là aussi les collègues à mobiliser les ABF quasiment comme des architectes conseils. C'est-à-dire que ce qu'a dit l'UDAP des Pyrénées-Atlantiques, je crois que c'est assez profondément vrai. C'est-à-dire que quand on a des ABF qui sont, c'est souvent le cas, c'est très souvent le cas, moi je siège à la CRPA du Grand Est, donc les cas de difficulté sont quand même relativement limités, même quand il y a pression foncière. Quand on a des ABF qui s'intéressent au tissu local, qui s'intéressent au territoire, ils sont souvent de très bons conseils sur la manière de dynamiser un territoire, y compris d'organiser parfois des mobilités en périphérie d'un monument classé ou inscrit. Et donc, il ne faut jamais avoir peur de pousser le maximum de portes, celle de l'intercommunalité, celle d'autres intervenants à travers l'intercommunalité, celle des services de l'État. Je dis ça parce que parfois, quand on arrive dans un mandat, je m'adresse notamment aux nouveaux maires, on a l'impression que notre propre énergie et celle du conseil municipal peut suffire. C'était évidemment faux. Plus la commune est petite, plus on a besoin de bonnes fées qui se penchent sur le berceau de ces projets. Et ce qui est vrai pour la ville dont je suis le maire avec 20 000 habitants est encore plus vrai pour les villes qui se trouvent dans notre intercommunalité et qui ont 3 500 ou 6 500 habitants et qui sont dans le projet Petite Ville de demain. Si les maires étaient là, normalement mon collègue maire de Raon-l'Étape devait être présent, s'il était là, il pourrait vous dire que c'est encore plus difficile et c'est encore plus nécessaire de se dire que il faut fédérer un maximum de personnes autour du projet. Si, quand vous présentez votre dossier, on a l'impression que le projet de Tréguier, ça ne concerne que Tréguier, ou que le projet de Raon-l'Étape, ça ne concerne que Raon-l'Étape, ou que le projet de Remiremont, pour rester dans les Vosges, ça ne concerne que Remiremont, et ben, votre projet, il va être voué à l'échec. Donc, il faut vraiment fédérer un maximum autour de soi. D'abord, son interco. C'est utiliser l'interco pour saisir un certain nombre d'appuis en ingénierie, et puis ne pas considérer que tout ce qui est extérieur à soi et qui vient vous voir est un ennemi, mais au contraire en faire une force, et notamment pour les services de l'État et les services du ministère de la Culture décentralisés. Voilà. Et si on arrive à faire tout ça, on a un projet qui réussit. Mais si on est tout seul, juste avec son énergie, on va droit à l'échec, quelle que soit sa bonne volonté et le temps qu'on y consacre. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cet éclairage et cette mise en perspective. Je vais laisser la parole à Pierre Jarlier, qui va nous dire quelques mots. Je le vois. Rebonjour, Pierre. Oui, merci. Et je voudrais remercier les intervenants que j'avais pu avoir au téléphone pour leur témoignage. Et peut-être rebondir sur ce que vient de dire monsieur le maire de Saint-Dié-des-Vosges pour dire qu'effectivement, l'ingénierie patrimoniale, c'est une ingénierie partenariale. Elle est extrêmement complexe parce qu'on l'a vu avec le témoignage de l'établissement public foncier ou de CAUE ou également de l'ABF. Les sujets sont complexes et nécessitent des compétences qui sont très, très diverses. Et donc, il faut bien sûr savoir d'abord mutualiser à l'intérieur de son territoire. Monsieur le maire de Saint-Dié l'a très bien dit. Parce que c'est un moyen aussi d'économie d'échelle et que ça permet aussi à des établissements extérieurs de pouvoir intervenir à la bonne échelle, justement, mais aussi dans la plus petite des communes parce que, justement, il y a un porteur qui a la taille nécessaire pour pouvoir le faire. Et l'exemple qu'il vient de donner, évidemment, est excellent. Et puis, bien sûr, il faut être capable de monter une équipe partenariale pluridisciplinaire, parce que le sujet du patrimoine, il est vaste. On a vu tout à l'heure avec le témoignage de Madame Lafenêtre que la question du foncier, du déficit foncier, de la programmation, des études urbaines nécessite des compétences là aussi qui sont très diverses. Et donc, avant, et c'est peut-être le dernier mot pour moi pour être très rapide,
avant de monter le projet de territoire qui, évidemment, doit laisser une place très importante à la partie patrimoniale parce que le patrimoine, c'est aussi un facteur d'attractivité considérable, eh bien, il faut être sans doute en mesure de réunir ces compétences avant de commencer. Elles sont nombreuses et l'État a toute sa place. Et je termine par là pour dire que finalement, on a quelquefois une mauvaise idée de ce que peut être un architecte des bâtiments de France. On le prend souvent pour un censeur, alors que c'est un partenaire qui participe au tour de table, qui est un facilitateur et qui permet de mettre en relation l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des partenaires et de faire connaissance aussi avec des vraies expertises. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter d'abord à faire appel à eux, mais ensuite, avant de se lancer dans un projet patrimonial, quel qu'il soit, de bien réunir une équipe pluridisciplinaire pour être en mesure justement de lever toutes ces difficultés qui sont souvent importantes, mais qui sont, j'allais dire, rien n'est insurmontable parce que justement ces compétences-là existent. Et je crois que ces témoignages nous l'ont bien montré. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, entre le collectif indispensable à mobiliser et le caractère interdisciplinaire, on a deux messages très forts. Je pense qu'on a bien entendu. Je vois de nombreuses réactions. Merci beaucoup à chacun de jouer le jeu, de l'interaction dans le chat. Il n'y a pas forcément beaucoup de questions. C'est des échanges entre vous. J'en suis ravie, donc n'hésitez pas à continuer. Et je vous propose du coup de céder la parole à Delphine Aboulker, qui est directrice adjointe de l'école de Chaillot, puisque, donc, comme je l'évoquais, je suis vraiment navrée, mais nous avions 4 présentations en atelier 2 d'ateliers, les ateliers hors les murs, les ateliers des territoires, les ateliers révélation des petites cités de caractère et les ateliers de l'école de Chaillot, autant de dispositifs extrêmement intéressants et qui nous semblent très très pertinents pour vos territoires en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, justement pour faire ces pas de côté et permettre d'ouvrir un peu le champ des possibles dans des phases de mise en place et de lancement de vos projets de territoire. Donc, on revient avec une alternative très rapidement pour que vous puissiez quand même découvrir dans le détail ces 4 ateliers et échanger dessus. Et je vais laisser à Delphine la lourde tâche de conclure cette belle séquence très riche. Delphine, votre micro est coupé par contre. Toujours pas. C'est bon. Ouais, je suis désolée. En fait, avec le partage d'écran, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas remettre le son. Donc, je vais réessayer de partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne et on vous voit. Et vous m'entendez? Parfait. Ok, super. Ok, super. Formidable. Donc, bonjour. Merci, Juliette. Merci à toute votre équipe. Donc, je suis Delphine Aboulker. Je suis directrice adjointe de l'école de Chaillot. Vous avez mes coordonnées d'ailleurs sur cette présentation. Donc, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que l'école de Chaillot s'était tout de suite positionnée comme partenaire du programme Petite Ville de demain. D'une part, parce qu'en fait, près de 100 villes sur les 1600 et quelques compte le programme avaient été étudiées par des Chaillotins lors des 10 dernières années. Et qu'on on s'est dit assez vite que ça serait intéressant de les mettre à disposition des communes concernées et que ça pourrait servir d'ailleurs de socle de réflexion pour lancer des opérations de réhabilitation ou des usages innovants. Par ailleurs, on a tout de suite compris qu'effectivement, il y avait une très très forte coloration patrimoniale dans le programme et on en est très content parce que c'est en parfait accord avec les enseignements de l'école de Chaillot, puisqu'en effet, je le rappelle, ça a été en partie évoqué, près de 250 villes disposent d'un site patrimonial remarquable, 83% des villes ont un monument historique avec des abords et près de 65% des villes ont une très forte coloration patrimoniale. Donc, je vais vous présenter d'ailleurs, enfin, vous avez ici la liste des 100 villes qui ont été étudiées par les Chaillotins dans le cadre d'un atelier de diagnostic urbain patrimonial. Et donc, l'école de Chaillot, finalement, forme depuis 130 ans, a formé
plus de 1500 architectes du patrimoine qui sont un peu comme des médecins de campagne du patrimoine, vraiment des spécialistes du bâti ancien et qui travaillent à différentes échelles. Donc l'école forme à la fois des architectes du patrimoine, il forme également en formation post-concours des architectes des bâtiments de France, architectes urbanistes d'État. Et donc ces architectes du patrimoine ont la particularité de travailler à la fois à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'édifice et à l'échelle également du second œuvre et des décors. L'architecte du patrimoine est véritablement le chef d'orchestre finalement qui rassemble les savoirs et les savoir-faire et qui conçoit le patrimoine comme un vecteur majeur pour l'avenir. Vraiment un vecteur à la fois d'identité des territoires, une source d'inspiration pour le développement durable et un levier finalement aussi, un levier économique, un moteur économique pour vraiment offrir un cadre de vie de qualité. Avec une formation qui lui permet d'intervenir à la fois sur du patrimoine monumental, mais également sur du patrimoine vernaculaire, du patrimoine XXe siècle, industriel, militaire, etc. Et tout cela est basé sur une méthode Chaillot. Alors, je pensais que Véronique Villano, qui est coordinatrice de l'atelier de deuxième année de Chaillot, et Pierre Saffort pourraient parler plus en détail de la méthode Chaillot. J'ai juste mis quelques points très rapidement pour dire qu'effectivement, il y avait un gros travail qui était fait sur le recollement et l'analyse de la valeur patrimoniale des sites anciens avec quelques planches qui sont issues du travail des étudiants de première année sur des petites villes de demain. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un regard critique sur les outils de gestion qui sont mis en œuvre ou sur les outils qu'il faudrait développer dans les villes qui sont étudiées. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, réaliser ces études patrimoniales, c'était vraiment quelque chose de primordial. Notamment, c'était primordial puisque dans le cadre du plan de relance, finalement, près de 90% de la commande publique concerne des marchés qui sont liés au bâtiment et au patrimoine. Et donc, on a une conjoncture qui est vraiment en parfait accord avec les enseignements novateurs de l'école de Chaillot, à savoir une vision du patrimoine comme vraiment un vecteur de revitalisation territoriale et un vecteur majeur de revitalisation. Et du coup, pour mener en fait ces programmations sur le patrimoine, l'école de Chaillot a vivement communiqué sur le fait que le profil d'architecte du patrimoine nous semblait être un profil assez idéal. Mais nous savons bien évidemment que les chefs de projet qui seront recrutés seront issus d'horizons beaucoup plus divers, urbanistes, spécialistes de l'aménagement du territoire, Sciences Po et j'en passe. Et du coup, on a voulu en fait sensibiliser ces chefs de projet Petites Villes de demain pour pouvoir passer des commandes éclairées, une maîtrise d'ouvrage, améliorer finalement l'expertise en ingénierie et en assistance à maîtrise d'ouvrage de projets patrimoniaux. Et puisqu'en fait, ils vont avoir à piloter des projets qui, sur plus de 65% des villes, finalement, ont une très, très forte coloration patrimoniale. Et donc, on a conçu une formation dédiée qui s'adresse aux futurs 500, aux futurs 500 chefs de projet, mais plus spécifiquement à ceux qui ont un site patrimonial remarquable, avec 4 modules que nous sommes en train de concevoir avec le Conservatoire national des arts et métiers, pour donner un nouvel usage au patrimoine au service du vivre ensemble et de l'attractivité du projet de ville, pour savoir travailler avec l'architecte des bâtiments de France et identifier les acteurs régionaux de l'architecture et du patrimoine, pour donner vraiment toutes les clés du site patrimonial remarquable, à la fois outils réglementaires et opérationnels de protection, et pour mieux connaître les organes administratifs à solliciter en amont, comme cela a été évoqué par la plupart d'entre vous. Donc en tout cas, l'idée de... Delphine, pardon, super, on arrive à la fin, c'est parfait. Oui, c'est la fin. Je fais hyper vite. Du coup, en tout cas, l'idée, c'était juste de dire que cette formation, elle mobilisait des nouveaux outils qui étaient vraiment incontournables pour mener des projets de réhabilitation, puisqu'en fait, l'idée notamment de tout cela, bien sûr, avec une équipe pluridisciplinaire qui associe à la fois des architectes des bâtiments de France et des élus. Toujours, on essaie toujours d'avoir un binôme élus spécialistes du patrimoine, mais on associe également des
des gens qui gèrent des sites, des monuments historiques, des activateurs urbains, des spécialistes de l'urbanisme transitoire. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les collectivités à proposer un nouvel usage du lieu, de travailler à la fois sur la question du quoi, des valeurs et de la vision, de travailler également sur la question du qui, identifier les acteurs du projet et de pouvoir également travailler sur la question du comment avec des questions de gouvernance, de modèles économiques hybrides public-privé, d'ateliers de co-construction avec les habitants, avec le tissu local économique, avec les acteurs professionnels locaux pour vraiment que les projets menés prennent du sens dans la commune. Voilà, et en s'inspirant de plusieurs études de cas réussies et innovantes. Je vous remercie. En tout cas, cette offre est consultable sur le site de l'ANCT et puis je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes questions et échanger avec vous plus avant sur ces questions. Et du coup, je me réjouis que la présentation du détail d'un atelier de l'école de Chaillot puisse être représentée à la rentrée en détail sur notamment la ville de Viviers, qui est la ville qui a été étudiée par les élèves architectes de l'école de Chaillot pendant toute l'année 2020-2021. Merci beaucoup Delphine et navré pour ces contraintes fortes logistiques. Donc effectivement, à la suite des questions qu'il y a eu, je vous confirme l'offre de formation sur laquelle que Delphine vous a présentée rapidement et un des modules complémentaires que vous pouvez retrouver dans le guide de la formation des chefs de projet et des élus référents. Il y a eu un socle initial qui s'est terminé la semaine dernière, que vous avez été plus de 400 à suivre, et plusieurs modules complémentaires sont proposés. Et à ce titre, donc l'école de Chaillot et le CNAM ont travaillé sur cette belle formation qui devrait permettre effectivement de renforcer les possibilités de dialogue et les compétences à même d'embrasser tous les enjeux patrimoniaux. L'ensemble des supports de présentation, des liens indiqués dans le chat vous seront diffusés par mail, pas d'inquiétude. Comme d'habitude, vous aurez tout un ensemble de ressources mises à disposition par mail et via le site de l'ANCT, petiteville-de-demain.anct.gouv.fr. Je vous en prie, Françoise. Il me reste à remercier encore les intervenants. Je suis vraiment confuse des difficultés techniques et merci beaucoup de votre gentillesse et de votre souplesse pour gérer ces aléas. Un grand merci aux participants.